l'hyponatrémie, les problèmes de sodium, en fait, c'est comme une recette de cuisine, c'est qu'il faut savoir avec quoi on joue, en fait. Essentiellement, les problèmes de natrémie, en fait, reflètent des problématiques d'eau bien plus que de sodium, même si les deux, évidemment, sont liés. Il y a des petits calculs à faire en fonction de ce que l'on souhaite sur l'osmolalité plasmatique. Mais après, l'avantage de l'hyponatrémie en particulier, je finirai sur une diapo rapide sur l'hypernatrémie à la fin, c'est que quasiment tout est dans l'interrogatoire, dans l'examen des ordonnances et dans l'examen clinique. Et en fait, vous en voyez, je pense, régulièrement. Après, il y a une autre limite qui peut se poser, qui est de savoir est-ce qu'il est raisonnable de gérer cette patiente en ambulatoire ou où il faut référer, éventuellement hospitaliser. On pourrait éventuellement en parler. Mais en tout cas, l'avantage de la natrémie, quand on a les idées claires, c'est que c'est très clinique. Et avec ça, on arrive à s'orienter assez facilement, on va dire, dans la majeure partie des cas. Je ne suis pas allé taper dans les coins et dans les tiroirs avec des diagnostics improbables parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, j'espère pouvoir éclaircir un petit peu le schéma de la prise en charge des dysnatrémies. La sémiologie de l'hyponatrémie, en fait, c'est typiquement, voilà, ça ressemble à tout, en fait. C'est-à-dire que d'abord, ça ressemble à rien. On découvre une hyponatrémie de manière fortuite, ce qui n'est pas toujours très bon signe, mais ce n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Maintenant, un patient âgé qui n'est pas en forme, chez qui on découvre une hyponatrémie sans étiologie très claire, forcément, on va être inquiet, on y reviendra. Et puis après, la natrémie, en fait, retentit sur l'état physique, sur l'appétit. Ça donne de véritables tableaux d'altération de l'état général. Et puis après, on rentre dans tout ce qui touche à l'encéphalopathie liée, en fait, aux dysnatrémies. Et donc, l'hyponatrémie en particulier est une cause d'encéphalopathie métabolique. Et donc, vous rentrez dans ce qui est confusion. Alors, la confusion, vous le savez, c'est multifactoriel. Donc, la natrémie n'est qu'un petit acteur de tout ça, mais il y a aussi les troubles de la vigilance. Là, on rentre un petit peu dans le dur. Ça peut aller jusqu'à des convulsions, évidemment, ça peut aller jusqu'à un coma quand on pousse le raisonnement jusqu'au bout. Quand vous avez comme ça des tableaux où le patient est fatigué, on découvre une hyponatrémie. C'est généralement des choses qui s'installent progressivement et en fait, on devient symptomatique et gravement symptomatique, en particulier pour la confusion sur un effet seuil. C'est-à-dire que parfois, en reprenant les vieilles ordonnances, il y avait une natrémie à 132 6 mois ou un an auparavant. Maintenant, il est à 127 et là, on est passé en dessous d'un seuil qui fait qu'il devient plus symptomatique qu'il ne l'était, même si la problématique préexistait. Et le caractère urgent, en fait, mais ça vous le croisez de temps en temps, c'est très clairement, essentiellement, tout ce qui touche à l'encéphalopathie et qui est lié le plus souvent à une installation brutale. La seule bonne nouvelle dans cette urgence qui est l'installation brutale, c'est qu'il est plus simple de corriger une hyponatrémie aiguë d'installation brutale que chronique. Mais en attendant, la gravité est dans la brutalité de l'installation de cette hyponatrémie avec des tableaux qui peuvent être très graves. Et évidemment, quand on se projette chez le patient âgé, la confusion, on sait tous que c'est multifactoriel. Donc, je tombe sur une hyponatrémie, mais est-ce que c'est l'acteur principal? La convulsion chez un patient de 70, 75, 80 ans, est-ce qu'il commence une épilepsie? Est-ce que c'est un révélateur? Bref, ça soulève tout un tas de questions. Et après, sur cette sémiologie, on se dit, c'est bon, j'ai trouvé, mon patient a une altération de l'état général et j'ai une natrémie à 126, c'est bon, j'ai gagné. Mais en fait, vous avez l'étiologie qui peut aussi, en fait, être responsable de la sémiologie. Et derrière l'hyponatrémie, vous avez évidemment toujours l'inquiétude qui sont les cancers, vous avez toujours du iatrogène, vous avez le cœur, est-ce que le cœur est en train de flancher, le cerveau, le poumon, bref. Donc la sémiologie, en fait, nous incite à, par les retentissements, on va le voir évidemment, c'est toujours le premier point, et raisonner de qu'est-ce qui se cache derrière, de dérouler un raisonnement qui nous permet d'avancer pas à pas et d'aller dans la bonne direction. Les dysnatrémies en consultation, en tout cas pour le gériatre, c'est du quotidien en gériatrie aiguë. En consultation, on en voit régulièrement. On a quelques patients adressés pour ça. Mais globalement, je pense que tout le monde maintenant a une culture assez forte sur l'hyponatrémie. En tout cas, c'est quelque chose de grave, les dysnatrémies. La plus fréquente est l'hyponatrémie et l'hypernatrémie est plutôt une situation d'urgence et une bonne question pour sa gestion en institution. Après, la bonne question, c'est l'étape terminale de toute la démarche, c'est quand je vais devoir la corriger, quand est-ce que je peux le faire en ambulatoire, est-ce que je peux le faire en EHPAD, est-ce que je dois hospitaliser? Et l'élément important, c'est de toujours revenir, je le répéterai 5 ou 6 fois, au contexte et à la clinique. Et quand on n'a aucun élément clinique, il faut une démarche rigoureuse et tout à fait systématique.
Donc, vous avez un patient de 85 ans qui vient vous voir en consultation et qui peut venir pour des symptômes parfaitement atypiques. Et donc, c'est ce qu'on a dit, il est un petit peu somnolent, c'est son entourage qui l'accompagne en disant il n'est pas comme d'habitude, il commence un tableau confusionnel, ou alors ce patient qui a des troubles neurocognitifs majeurs a une cassure dans l'évolution, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, on s'attend à un déclin progressif de son état de santé sur le plan cognitif dans le cadre de sa maladie neurodégénérative, mais ça s'est accéléré. Et enfin, dernier tableau classique, c'est l'altération de l'état général avec tout ce que ça sous-tend. Dans ces cas-là, le premier message, c'est qu'évidemment, il faut penser natrémie. De toute façon, sur l'ensemble de ces tableaux, tout le monde fera un bilan. Et dans le bilan, on pensera natrémie, pensera calcémie, pensera anémie, etc., etc. Mais bien évidemment, il faut penser natrémie très facilement. La deuxième situation, c'est que ce patient qui vient vous voir en consultation vient pour une hyponatrémie, c'est-à-dire que le bilan qui a été fait eh bien, montre une hyponatrémie de manière plutôt inattendue. Et donc, la première des choses à faire, évidemment, est toujours d'en évaluer le retentissement. Et donc là, on reboucle sur la diapo d'avant, c'est-à-dire cherchons des signes d'encéphalopathie, donc ces troubles de la vigilance qui vont jusqu'au coma. Là, il y a un caractère urgent, c'est-à-dire que le retentissement est important et c'est menaçant. Il y a un syndrome confusionnel. Alors, est-ce qu'un patient qui a 133 de natrémie et un syndrome confusionnel, on va se dire ah ben c'est bon, j'ai trouvé l'étiologie. On est tous d'accord que probablement pas. Par contre, ce qui se cache derrière le 133 de natrémie sur le plan étiologique est probablement responsable du syndrome confusionnel, et donc il faudra creuser en ce sens. Et puis après d'avoir une hyponatrémie, rechercher les autres signes qui sont l'anorexie, l'amaigrissement, ce qui pose déjà des problèmes de dénutrition chez les patients âgés, qui, indépendamment de la démarche, il faut savoir prendre en charge en supplémentant, en adaptant l'alimentation. Et puis parfois, vous avez cette hyponatrémie d'un patient qui va parfaitement bien en face de vous et vous ne savez pas trop quoi en faire parce que c'est l'interrogatoire, en tout cas dans un premier temps, est très pauvre. Le plus souvent, on a le temps de réfléchir en présence d'une hyponatrémie. Les seules situations, je vais passer vite dessus parce que ça, c'est pour le coup très hospitalier, c'est vous vous rendez compte qu'il tolère mal, l'hyponatrémie est profonde. Donc là, il faut le mettre en sécurité. Ça veut dire qu'assez rapidement, il faut le ramener au-delà du seuil qui a déclenché le tableau clinique qui est grave. Et vous connaissez tous ces valeurs qu'il faut respecter de correction douce pour éviter la myélinolyse centropontine, dont je vous ai mis un exemple à droite. Ça, c'est une problématique très hospitalière. Hyponatrémie profonde, généralement tableau brutal, mais correction prudente, jusqu'à le remonter rapidement au-delà d'un seuil de sécurité qui est 122-125 millimoles, et puis après, on ira tout doucement. Donc ça, c'est vraiment le côté tolérance. Il vient et je m'assure qu'il tolère bien. Alors ensuite, le deuxième réflexe, quand je vois ce patient dont je me dis, OK, on a le temps, il a l'air d'aller à peu près bien, qu'est-ce qui se passe? C'est d'essayer de récupérer les biodocuments. Et donc de regarder dans le dossier si on a une biologie qui a été faite il y a 6 mois, il y a 1 an, et si déjà il se passait des choses. S'il y a 6 mois, on n'avait pas tiqué sur un petit 132, 133 de natrémie, sur lequel honnêtement on ne fait pas toujours très attention quand il y a 8 antécédents et 8 médicaments, et qu'on se rend compte que ça s'est aggravé, alors on est sur un processus qui est plutôt un processus chronique. Et dans ce cas, il faut voir un petit peu si dans les antécédents, dans l'équilibre des traitements, il y a quelque chose qui peut participer à ça, ou sinon creuser une affection lentement progressive qui s'est installée et qui donnerait une altération de l'état général et qui cache généralement des maladies plutôt agressives. Il faut savoir que parfois, je me souviens de la première dont j'avais discuté avec Marc Verny il y a des années et des années, des petites hyponatrémies entre 130 et 135 pour lesquelles on coupe les patients en tranches et on ne trouve rien, qui peuvent être annonciatrices, en fait, qui témoignent en fait d'un peut-être un début de choses neurodégénératives au niveau cérébral. Et donc, ça n'est jamais normal d'avoir une hyponatrémie. Quand on ne trouve rien, on suit le patient sur la clinique, on suit évidemment la biologie et parfois ça finit par démasquer quelque chose qui s'exprime plus fortement sur le plan cognitif. Donc ça, c'est le cas où ça existait avant. Et puis la situation, on va dire, la plus fréquente, c'est nouveau, ça n'était pas présent, j'étais pas au courant. Et dans ce cas, schématiquement, il n'y a qu'une question à se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme la confusion, mais qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer cette situation qui vient de s'installer? Et dans ces cas-là, le réflexe systématique, c'est qu'est-ce que le gériatre qu'il a vu en consultation il y a 15 jours a encore touché au traitement qui a pu changer les choses. Donc, on se pose la question des nouveaux médicaments qui ont été introduits, de la pneumopathie, de la diarrhée, de l'insuffisance cardiaque. Et là, en fait, on va voir après vers lequel s'orienter, mais tout est important. À l'interrogatoire, ce patient vous dit, ben, j'ai fêté Noël en famille, j'ai englouti 24 huîtres, je suis un petit peu essoufflé depuis et j'ai 127 de natrémie. On sait où on va. À l'opposé, une infection intercurrente qui a donné des selles liquides, on sait où on va. Et dans ce cas, la natrémie n'est plus au premier plan. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir cette pathologie intercurrente, qu'est-ce que je fais? La natrémie, en fait, devient satellite de l'événement.
Le troisième temps, c'est là on rentre dans, j'ai vraiment le temps et je regarde un petit peu ce qui se passe et j'ai pas un tableau clinique évident, c'est d'éliminer une fausse hyponatrémie. En pratique, on a tous en tête des questions dans lesquelles on vous dit les protéines, les lipides, tout ça, on s'en fiche. Le seul truc qui compte, c'est la glycémie. Et donc là, on sera chez un patient qui a un traitement, qui a un diabète avec un traitement et éventuellement un déséquilibre. Ça ne fera pas une hyponatrémie à 112, mais ça peut faire des hyponatrémies dans les 125, 127, 130. C'est plutôt aux alentours de 130. Et dans ce cas, on commence par calculer l'osmolalité plasmatique, mais surtout, on calcule, on regarde quelle est la valeur de la glycémie et on applique la formule de correction pour regarder quel est l'impact sur cette natrémie. Après, le calcul de l'osmolalité plasmatique, en fait, est extrêmement important. Il est très simple, hein. C'est NaK fois 2 plus l'urée plus le glucose. Et c'est l'élément déterminant qui vous fait réfléchir et vous fait dire, OK, c'est une hyponatrémie hypotonique, c'est en dessous de 275, 280. Je rentre là dans les vraies hyponatrémies et là, je déroule le raisonnement. Avant, la seule chose, en fait, qu'il faut regarder, c'est en gros la glycémie parce que c'est celle qui est la seule étiologie en pratique clinique de fausse hyponatrémie. Le quatrième temps, on en revient tout à l'heure à ce qu'on disait, c'est l'anamnèse. Donc là, j'ai cette hyponatrémie, c'est une vraie hyponatrémie. Et donc, le premier point important, c'est l'anamnèse. Et donc, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sûr qu'on n'a rien changé? Est-ce que vous prenez bien les médicaments? Est-ce qu'il y a eu une panne d'ordonnance? Est-ce que? Et donc là, on en revient aux choses qu'on a dit tout à l'heure. C'est le premier point. À l'interrogatoire, vous avez à peu près, chez les patients qui sont capables de vous apporter des informations ou les aidants qui apporteront les informations, vous avez 60% du diagnostic de la plupart des hyponatrémies, qui sont les étiologies fréquentes chez lui. Donc, c'est 60% du boulot. Et après, évidemment, eh bien, c'est le temps déterminant. C'est un examen clinique quand on se concentre sur le raisonnement de l'anatrémie qui va très vite. En fait, on met le patient sur la balance, à peu de choses près. Parce que ce qu'il nous faut, c'est en fait la volémie. Il faut qu'on estime le secteur extracellulaire, qu'on ait une idée de l'état volémique du patient. Et donc, l'élément important, c'est le poids. Et donc, ce patient vient en consultation, il a une hyponatrémie de novo, il a une cardiopathie, il a pris 5 kilos, il a des édèmes. J'ai la réponse à ma question. On est sur une hyponatrémie avec de la surcharge, c'est-à-dire que ce patient a fait de la rétention hydrosodée, il a retenu plus d'eau que de sel, un effet de dilution en proportion, et donc on a une hyponatrémie. À l'opposé, ce sont plutôt des tableaux aigus. Il a perdu 3-4 kilos alors qu'il y a peu de temps je l'ai vu et ça allait bien. Eh bien, on va trouver d'où il les a perdus. On est sur de la déplétion. Et puis, on est toujours sur cette histoire de hyponatrémie, 125 millimoles et un secteur extracellulaire qui me semble normal. Et là, c'est le truc un petit peu touchy en termes de diagnostic parce qu'on rentre dans les mauvaises nouvelles. Non pas que ce soit une bonne nouvelle d'avoir de l'insuffisance cardiaque, ni d'avoir un tableau avec une diarrhée catastrophique, mais au milieu, on rentre dans des pathologies avec un pronostic parfois plus compliqué. Ce qui est important, en fait, c'est que si on loupe ce petit arbre-là, cette bifurcation, on loupe tout le reste. Puisque le traitement dépendant de l'étiologie, on se plante complètement sur les mesures qu'on peut commencer d'ores et déjà en consultation. Et donc, on peut donner, par exemple, des diurétiques en pensant que ce patient a un tableau, et je me trompe, c'est peut-être une déplétion et on va aggraver les choses. On peut apporter de l'eau et du sel parce qu'il y a des édèmes des membres inférieurs, mais il est connu pour avoir un lymphédème, j'y crois pas. Et donc, il a perdu du coup, il a perdu sur une diarrhée. Bref, on peut se tromper. Et donc, cette étape est déterminante. Et elle ne marche que si on l'associe à l'interrogatoire et à savoir quel est le facteur déclenchant. Après, quel diagnostic rechercher? Tout découle. C'est très simple, en fait. Mais c'est vraiment très simple. Alors, si vous avez ici donc un tableau qui est, ce patient est plutôt hypovolémique et hyponatrémique, c'est donc qu'il a perdu de l'eau et du sel, mais qu'en proportion, il a perdu plus de sel que d'eau. Et donc, vous avez en gros des pertes. Et après, vous affinerez les choses avec une natriurèse. Si la natriurèse est adaptée, ça veut dire que le rein compense, le problème est ailleurs. Je l'ai perdu dans le cadre de diarrhée, je l'ai perdu lors de grandes brûlures, je l'ai perdu avec des diurétiques. Si à l'opposé, les pertes sont d'origine rénale, eh bien, ça, c'est une néphropathie, quelle qu'elle soit. C'est aussi éventuellement des vomissements. Il faut toujours penser le petit warning dans l'hyponatrémie qui s'allume, c'est vraiment l'insuffisance surrénalienne et c'est les diurétiques. À l'opposé, très simple, il arrive, il est essoufflé, il crépite, il a des édèmes des membres inférieurs, donc il est en surcharge. Et donc là, on est sur 3 syndromes essentiellement, qui sont l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance hépatique et le syndrome néphrotique chez le patient âgé. 95% des fois, donc 95% des cas, c'est de l'insuffisance cardiaque. Et enfin, c'est normal au milieu, c'est-à-dire que je ne trouve rien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, il faut penser hypothyroïdie et certaines autres endocrinopathies comme l'insuffisance antéhypophysaire. Il faut penser à l'insuffisance surrénalienne haute, les thiazidiques et puis le SIADH. Et dans le SIADH, ce sont des
des cadres que vous connaissez bien avec tous ces diagnostics qu'on cherche souvent. Ce qui nous concerne beaucoup en gériatrie, on va y revenir après, c'est le cerveau, le poumon, éventuellement le cancer, et puis les médicaments, en premier chef, les psychotropes, bien évidemment, avec les IRS. Donc, quand on a tout enclenché, on part dans la bonne direction, je l'ai interrogé, je l'ai examiné, c'est bon, on est sur de la surcharge, je sais quel traitement je vais mettre en place. Les classiques gériatriques, c'est vraiment le iatrogène, l'insuffisance cardiaque, le SI-ADH et les pertes digestives. Dans les médicaments fréquemment utilisés, donc je vous l'ai dit, les ISRS, les diurétiques, les antiépileptiques et la morphine. Mais la bonne question, c'est reprenons la chronologie. Ce patient prend ses traitements depuis 10 ans. Il est hors de question de dire que ce sont ces traitements qui sont responsables d'eux. C'est peut-être un facteur de vulnérabilité qui a favorisé l'émergence de l'hyponatrémie, mais il se passe quelque chose en plus. Donc, reprenons l'interrogatoire. Toute introduction est suspecte. Même un médicament qui n'est pas connu pour donner ça, si avant on était bien, après on est hyponatrémique, c'est comme pour la confusion, jusqu'à preuve du contraire, c'est le médicament qui est en cause. Et puis après, derrière, les choses qui sont moins agréables, qui sont le cancer, les pathologies pulmonaires, quelles qu'elles soient, et les affections cérébrales. Maintenant, une fois que j'ai compris où je vais, je suis capable de commencer en consultation le traitement et de m'assurer du bon déroulement. La première chose, c'est évidemment le traitement étiologique. Et donc, le traitement étiologique est indispensable. Et ensuite, vous avez un patient qui a perdu de l'eau et du sel, mais en proportion plus de sel que d'eau. Eh bien, on va lui apporter de l'eau et du sel en proportion plus de sel que d'eau. Et donc, en gros, ça va être des perfusions, je fais short, mais c'est des perfusions de NaCl. Selon la sévérité, ça peut se gérer parfois péros, mais ça dépend de la tolérance du patient et ça dépend vraiment de son état de vigilance, de l'encadrement, etc. À l'opposé, on a une surcharge, donc on a retenu de l'eau et du sel et en proportion plus d'eau que de sel. Et bien là, c'est une indication à une restriction hydrosodée, très clairement. Et donc la seule indication, je vous le rappelle, de la restriction hydrique dans l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est le fait qu'il y ait une hyponatrémie et c'est les diurétiques de Lens parce qu'il faut éliminer. Et puis enfin, au milieu, cet excès d'eau pure, eh bien, ça sera une restriction hydrique qui est entre 500 et 750 en fonction du patient. Est-ce que c'est gérable en ambulatoire? Mais en fait, c'est gérable selon, la tolérance du patient, la profondeur de l'hyponatrémie. Ceci dit, on aura rarement un patient qui a 118 de natrémie et qui le tolère parfaitement. Mais sur ces valeurs limites où le patient a 126, 127, où il tolère parfaitement, où vous avez parfaitement pigé le truc, OK, c'est l'épisode intercurrent, c'est les 48 heures de Noël, c'est la diarrhée, c'est le médicament que j'ai introduit. À condition qu'on ait une bonne surveillance, qu'on puisse contrôler et qu'on mette en place une mesure de correction, ça peut tout à fait se gérer. Il n'y a pas plus de risques que ça. Mais attention, maintenant on rentre dans la gériatrie, c'est que les risques indirects sont, je le vois en face de moi, il tolère pas mal. Maintenant, c'est un patient qui est vulnérable parce qu'il a toutes ces pathologies. Une hyponatrémie, ça peut faire tomber. S'il se fait le col du fémur, je vais m'en vouloir. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut mettre en fait dans la balance pour voir à la sortie de ma consultation, est-ce que je peux le laisser comme ça ou est-ce qu'il faut que je le mette en sécurité quelque part? Il y a de sécurité vraiment nulle part. Et donc là, on a fini un petit peu en gros, comment je raisonne et comment je déroule jusqu'au bout. Là, vous êtes appelé au domicile d'une patiente de 90 ans qui ne veut pas se faire hospitaliser et qui a bien raison, qui est fatiguée, qui est essoufflée, qui est confuse à minima, qui est inconfortable, qui a une systolique à 100 et qui est hyponatrémique. Ben là, on déroule le tableau, mais il y a plusieurs étiologies à évoquer, bien évidemment. Il y a le fait d'avoir éventuellement une dyspnée et un sepsis un petit peu cogné. Il y a le fait de décompenser éventuellement du cœur. Et puis, il y a dans ces tableaux de patients qui sont pas bien, pas confortables. Ça peut être chronique, comme ça peut être aigu. Il faut vraiment avoir le réflexe insuffisance surrénalienne. Et donc, on regarde le sodium, bien sûr, mais on regarde le reste du iono. Et sur le iono, on regarde la kaliémie, la glycémie, en particulier dans des situations d'agression importante, en particulier sur des tableaux d'altération de l'état général, avec une hémodynamique qui flanche ou pas. Ça, c'est vraiment de l'aigu. Il faut avoir en tête ce côté insuffisance surrénalienne, éventuellement décompensée ou chronique, qu'on peut découvrir sur des altérations de l'état général, sur des asthénies isolées. Le deuxième tableau, c'est que là, on rentre clairement chez les patients gériatriques. Donc, vous voyez en consultation un patient de 90 ans. Il a une insuffisance cardiaque, première lumière pour une hyponatrémie. Il a une fibrillation atriale, il a fait un AIT. Il a des anticoagulants. Il a une maladie d'Alzheimer vulnérabilisant pour l'hyponatrémie. Il a des troubles de la déglutition. Évidemment, on voit où on va avec les pneumopathies et donc l'hyponatrémie. Il a un diabète, il a de l'insuline. On voit aussi où on va en matière de fausse hyponatrémie. C'est un chuteur à répétition. Là aussi, ça peut faire un lien. Il prend 8 médicaments
avec deux bases des IRS, un antiépileptique, il a un IEC qui peut être sensibilisant, il a en plus son appui de savant. Il vient vous voir en consultation parce qu'il est fatigué, qu'il a une natrémie à 128. Et donc là, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que ça peut à peu près tout être, si ce n'est que l'IRS qui saute aux yeux tout de suite dans le dossier, eh ben, ça fait, je dis n'importe quoi, 2 ans et demi qu'il le prend, ou 1 an et demi qu'il le prend, il le tolérait parfaitement, donc c'est pas l'acteur. Même chose pour l'antiépileptique. Et donc là, on déroule, même chose, le tableau. Est-ce que c'est un déséquilibre de son diabète? Est-ce que il y a une surcharge sur de l'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il a inhalé dans le cadre de ses troubles de la déglutition et qu'il y a une pneumopathie? Est-ce qu'il a fait un AVC embolique, puisqu'il a sa FA? A priori, il prend bien son appui de savant, mais s'il fait un AVC, ça peut typiquement donner un SIADH. Est-ce que c'est du iatrogène? C'est-à-dire, est-ce qu'on a changé quelque chose ou est-ce qu'il y a de l'interaction? Vous l'examinez, il n'y a pas d'édème des membres inférieurs, vous trouvez un foyer de crépitant et vous trouvez un déficit neurologique. Donc, il a un foyer de crépitant, ça veut dire qu'on a une part probablement liée à un SIADH sur sa pneumopathie, c'est possible. Et puis, il y a ce déficit neurologique qui peut être dû toujours la même chose, hein, à 4 choses. Est-ce qu'il fait une hypoglycémie? Et on fait des tableaux focaux neurologiques dans le cadre d'hypoglycémie sur le cerveau de patients âgés. Est-ce qu'il a fait un AVC? Est-ce qu'il a fait un sous-dural? Est-ce qu'il est post-critique? Et la solution est multifactorielle, c'est qu'il y a de la pneumopathie et c'est un réflexe chez les patients chuteurs qui développent une hyponatrémie de faire un scanner cérébral assez facilement pour aller chercher le sous-dural. Non pas qu'il y ait un impact thérapeutique forcément important, mais en tout cas, c'est une étiologie classique chez les chuteurs de SIADH et donc d'hyponatrémie. Cette fois, on bascule sur une situation qui est plutôt aiguë dans un tableau de gastro-entérite aiguë en EHPAD, chez une patiente qui est somnolente, qui est agitée, avec une natrémie à 122. Il y a des choses, c'est qu'il faut s'assurer du diagnostic de gastro-entérite aiguë, qu'il n'y ait pas autre chose cachée derrière. Sur la bio, on va regarder s'il y a des pertes en potassium, s'il y a de l'hémoconcentration, ce qui irait bien avec le tableau, si la fonction rénale évolue dans le même sens, s'il y a de l'inflammation des locaux. Et là, la patiente a perdu de l'eau et du sel. En proportion, elle a perdu plus de sel que d'eau. Et donc, évidemment, ça sera une perfusion de NaCl et un contrôle du iono à 24 heures. On prend exactement la même vignette et cette fois, on finit sur l'hypernatrémie. Et donc là, vous avez la même patiente, on vous donne son poids, elle a une natrémie à 162 millimoles. Ça se voit. On a battu un record, pas nous, mais il y a eu du 180, 190 lors des grandes chaleurs. Donc, c'est fréquent en gériatrie. C'est évidemment très lié à la dépendance, aux troubles neurocognitifs. On en rencontre en institution. Ça peut s'installer de manière progressive, hein, c'est pas toujours un tableau brutal. Et c'est de la déshydratation intracellulaire, donc il faut essayer d'évaluer, mais vous avez souvent la réponse à la question. Ça ne peut être en pratique en gériatrie que ça. Mais vous verrez que le sillon gingivo-lingual est sec, que le patient a une petite fièvre, et puis il y a une mauvaise tolérance cognitive. Dans les étiologies, il y a les histoires de chasse et il y a le très fréquent, qui sont les pertes rénales digestives cutanées. Le gain hypertonique, c'est du iatrogène à l'hôpital, donc c'est la plupart des tableaux. Et là, il y a une formule à connaître pour guider un petit peu les choses. Elle a l'air compliquée, mais elle est très simple. En fait, c'est basé sur la constance du stock sodé. C'est 50% du poids multiplié par la natrémie moins 140 sur 140. Et chez cette patiente à 162 de natrémie, ça nous met un déficit qui est à 3,9 litres, donc quasiment 4 litres de déficit hydrique, qu'il faut corriger non pas en 24 heures, mais en 48 à 72 heures, en ajoutant les 1,5 litre par jour d'apport qu'il faut mettre en plus. Donc, on est à 7 litres qu'il faudra étaler sur les 2-3 jours, en commençant par 3 litres de G5 sur 24 heures et en surveillant le potassium. Donc voilà, et la situation clinique est pourtant exactement la même, de la même manière que vous aurez des patients qui seront tassés sur une gastro-entérite avec une natrémie normale, parce qu'ils vont perdre autant de sel que d'eau. Tout est possible en fait dans ces tableaux-là. Voilà.